Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Dennis Fritz, chef maître-sergent retraité de l'US Air Force, qui a servi entre 2005 et 2008 au Pentagone, dans le bureau du sous-secrétaire à la Défense, chargé de la politique, le troisième poste le plus puissant du Pentagone. Il est également l'auteur du livre « Trahison mortelle », la vérité sur les raisons de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Donc, bienvenue dans l'émission. C'est un plaisir de vous revoir. Merci de m'accueillir, Glenn. C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai trouvé le livre absolument fascinant. Étant donné votre position et votre habilitation, vous avez pratiquement tout vu. Et c'est aussi extrêmement pertinent en raison du rôle très spécifique que vous avez occupé, comme vous l'écrivez dans le livre. Vous étiez la personne chargée d'analyser toute cette trace écrite, tous les documents liés à l'invasion de l'Irak. Et encore une fois, vous avez eu de véritables éclairages sur la malhonnêteté et sur la manière dont les guerres sont vendues au public, ce qui implique non seulement de tromper le public, mais aussi de trahir les soldats qui ont consacré leur vie à servir leur pays. C'est vraiment fascinant. Je ne saurais trop recommander ce livre. Ce qui est également fascinant, c'est que vous établissez un lien entre cette époque et les guerres actuelles. En effet, si l'on regarde les questions débattues à l'époque, nous continuons plus ou moins à nous battre, notamment dans la même région, mais aussi contre les mêmes pays. Je me suis donc dit qu'un bon point de départ serait de parler de votre parcours. Comment décririez-vous votre carrière? Et pourquoi avez-vous écrit ce livre? Eh bien, merci, Glenn. Je commencerai en disant que j'ai eu une carrière de sous-officier assez inhabituelle. En fait, je dirais probablement que j'ai suivi l'équivalent, pour un sous-officier, du parcours d'un officier général. Et je le dis en toute franchise, car j'ai passé beaucoup de temps au Pentagone en tant que jeune sous-officier, et j'ai gravi les échelons pour atteindre le grade le plus élevé chez les sous-officiers. Tout au long de ma carrière, pendant mon passage au Pentagone, j'ai travaillé à tous les niveaux, depuis l'état-major de l'armée de l'air, qui est le quartier général de l'armée de l'air, jusqu'au niveau du secrétaire de l'armée de l'air pour les affaires législatives, où nous coordonnions avec le Capitole et le Congrès américain pour répondre aux besoins de l'armée de l'air. J'ai également eu l'opportunité, comme vous l'avez mentionné dans ma courte biographie, de travailler au sein du bureau du sous-secrétaire à la Défense chargé de la politique, qui était à l'époque le troisième poste le plus élevé dans la hiérarchie civile du Pentagone. Le sous-secrétaire à ce moment-là, votre public a peut-être entendu parler de Doug Feith, était en poste lorsque je suis arrivé sous Rumsfeld et Paul Wolfowitz, qui était le secrétaire adjoint à la Défense. Ainsi, durant cette période, au cours de mes 10 dernières années, j'ai eu l'honneur d'être conseiller auprès d'officiers généraux, et les 5 ou 6 dernières années, c'était au niveau des 4 étoiles. J'étais le conseiller du commandant des forces aériennes du Pacifique, et j'étais le conseiller du commandant des forces aériennes du commandement central des États-Unis. Le Space Command. Puis, nous avions également ce que nous appellerons un commandement conjoint du Space Command, qui incluait tous les services américains. J'avais aussi une fonction supplémentaire en tant que conseiller du commandant du NORAD. J'ai donc eu un parcours de sous-officier quelque peu inhabituel, ce qui m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la politique étrangère et de notre gouvernement. Ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est que, comme tous les citoyens des États-Unis, et probablement du monde entier, après le 11 septembre, nous avons été alarmés. C'était la première fois que notre pays était frappé aussi durement par une force étrangère. Vous savez, la première fois c'était Pearl Harbor. Pas Hawaï, mais véritablement le continent américain.
Et cela nous a tous profondément troublés. Et je dois vous le dire très franchement, Glenn. Vous savez, nous voulions nous venger parce que nous avions le sentiment d'avoir été attaqués. C'est ainsi qu'a commencé ce qu'on a appelé, entre guillemets, la guerre contre le terrorisme et notre invasion de l'Afghanistan pour renverser les talibans. Puis tout à coup, nous avons commencé à entendre, nous, les militaires, que nous déployions des forces dans tout le Moyen-Orient pour nous préparer à une guerre en Irak. Et je ne comprenais tout simplement pas cela. À l'époque, lorsque je travaillais au commandement spatial des États-Unis et au NORAD, mon supérieur était le général Richard Myers, qui est ensuite devenu président des chefs d'état-major interarmés et a dirigé l'armée pendant les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Et il y avait des membres de mon équipe, lorsque j'ai quitté le Space Command, qui voulaient aller au Pentagone. Ils pensaient que ce serait un moment fort de leur carrière. J'avais donc plusieurs personnes dans mon équipe, ainsi que des officiers avec qui j'avais travaillé les années précédentes. Je les appelais et je leur demandais où sont ces renseignements sur l'Irak possédant des armes de destruction massive. Parce que de jeunes hommes et femmes venaient me voir en disant « Chef !» C'était mon titre à l'époque, abréviation de Command Chief Master, et ils m'appelaient « Chef ». Pourquoi allons-nous faire la guerre en Irak? Certains membres de leur famille se posaient la même question. Et Glenn, je n'avais aucune réponse à leur donner. Ma crédibilité auprès des troupes reposait sur mon intégrité, être honnête avec eux. La seule réponse que j'avais, c'était que nous devions suivre les ordres de notre hiérarchie. Ce n'est que si nous estimons que leurs ordres sont contraires à l'éthique ou illégaux que nous pouvons refuser de les exécuter. Et ne sachant pas si l'Irak possédait ou non des armes de destruction massive, vous savez, nous ne pouvions pas ne pas suivre ces ordres. Mais cela m'a toujours dérangé. Je ne pouvais pas envoyer de jeunes hommes et femmes à la guerre pour une cause que je ne comprenais pas ou en laquelle je ne croyais pas. De l'autre côté, ils peuvent choisir de partir à la retraite. De mon côté, j'étais engagé. Si vous vouliez démissionner, je suis désolé. De l'autre côté, si vous remplissez les conditions pour la retraite, vous pouvez partir. Je ne pouvais tout simplement pas m'imaginer envoyer des hommes et des femmes à la guerre pour quelque chose que je ne comprenais pas, en quoi je ne croyais pas. Donc, après ma retraite, d'une manière ou d'une autre, j'ai été rappelé au Pentagone. Et j'ai appelé ça une intervention divine. Quand j'ai été rappelé au Pentagone, je suis devenu membre d'une équipe chargée d'examiner tous les documents de pré-planification de la guerre pour l'Afghanistan et, dans mon domaine d'intérêt particulier, l'Irak. Comment en est-on arrivé là? Officiellement, c'était parce qu'en raison de la controverse historique autour de la guerre en Irak, il fallait déclassifier autant de documents que possible. Et ça a vraiment attiré mon attention. J'allais avoir l'occasion de voir, tiens, sommes-nous vraiment partis en guerre à cause des armes de destruction massive? C'est pour ça que j'appelle ça une intervention divine. Il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, vous savez, et j'ai eu l'occasion de le constater. Je finis par me qualifier de Daniel Ellsberg du pauvre. Si votre public a entendu parler de Daniel Ellsberg, malheureusement, il est décédé depuis, c'était l'auteur des Pentagon Papers publiés dans le New York Times. Je me suis appelé le Daniel Ellsberg du pauvre. Je n'avais pas le courage qu'il avait. J'ai fait les choses dans les règles, en écrivant mon livre, puis en l'envoyant au Pentagone pour qu'il l'examine. Et comme vous le remarquerez dans le livre, et votre public le remarquera aussi, il a été fortement expurgé. Et expurgé signifie qu'il y a des passages qu'ils ont caviardés pour que le public américain ne puisse pas les connaître. Maintenant, sérieusement, oui, je vous en prie. Oui, je suis vraiment content que tu aies laissé ça d'ailleurs, la censure. Et Glenn, j'allais te dire que pour ton public, la raison pour laquelle j'ai fait ça,
quand mon ancien patron, le général Myers, je lui ai montré. Tu sais, la plupart du temps, les auteurs et les éditeurs peuvent, tu sais, combler ces blancs-là ou ces caviardés. Et j'ai décidé, oh non, on ne va pas faire ça. Je vais montrer là où ils ont caviardé, tu sais, pour m'empêcher de partager d'autres informations. Au fait, Glenn, c'était des informations non classifiées, parce que je faisais partie de l'équipe de classification, tu sais. Et maintenant, ce qui m'a poussé à écrire le livre, Glenn, c'est qu'après avoir vu de mes propres yeux les mensonges qui ont été racontés pour nous entraîner dans la guerre en Irak, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mec, c'est honteux, c'est scandaleux. Alors, comment ai-je trouvé le titre « Trahison mortelle » ? Eh bien, de temps en temps au Pentagone, tous les blessés de guerre qui étaient stationnés à Walter Reed venaient pour se rétablir. Walter Reed était à l'époque le principal centre médical de Washington, D.C., où les blessés de guerre revenaient d'Afghanistan et d'Irak. Après avoir quitté le Pentagone pour la deuxième fois, j'ai mis au défi mon ancien patron, le général Myers, ainsi qu'un autre supérieur, en disant que nous devions prendre soin de nos soldats blessés à leur retour, après les avoir envoyés à la guerre. Et après avoir vu le traitement réservé à nos blessés de guerre, qui a été révélé dans un article du Washington Post en 2007, le traitement de nos blessés de guerre, Glenn, était terrible. Ils étaient maltraités. Nous les mettions, écoutez, c'est vrai, dans des chambres moisies pour se rétablir, et cela me dérangeait. Une autre chose qui m'a poussé à écrire le livre, c'est que de temps en temps, les blessés de guerre passaient par le Pentagone. Nous appelions cela le Hall des héros. Ils traversaient le Pentagone et nous les acclamions. Merci pour votre service et tout ce genre de choses. Et j'ai réalisé que ces personnes n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle nous étions partis en guerre. Vous savez, comme tout le monde, ils disaient que c'était pour venger le père du président George W. Bush. George W. Bush. C'était à cause de tout ça, vous voyez. Et personne ne connaissait vraiment la véritable raison. Et cela me dérangeait. Et puis j'ai réalisé que 4500 de nos militaires américains, hommes et femmes, étaient morts dans cette guerre fondée sur un mensonge. J'ai poussé la réflexion plus loin. J'ai compris le nombre d'Irakiens que nous avions tués, l'infrastructure que nous avions détruite. Tout cela reposait sur un mensonge. Et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive ce livre. Voilà, j'étais dans une pièce pleine d'histoires. Et nous, à l'époque, pour être honnête avec toi, Glenn, nous nous concentrions sur l'armée. J'en faisais partie. Et nous, les militaires, n'avions aucune idée de la raison pour laquelle nous étions partis en guerre. Pour les 4500 qui sont morts, et pour leurs familles, j'ai pensé qu'il était juste de leur expliquer pourquoi ils étaient morts. 4500. Une trahison mortelle envers les hommes et femmes de nos forces armées américaines. Eh bien, après avoir parcouru tous ces documents, à quelle conclusion es-tu arrivé? Pourquoi les États-Unis ont-ils envahi l'Irak? Tu as mentionné une vengeance supposée. Le pétrole, évidemment. Les armes de destruction massive étaient la raison principale. Mais, bon, il n'a pas eu... Je veux dire, mais une fois qu'il s'est avéré qu'il n'y avait rien, la justification de repli semblait être d'apporter la démocratie et la liberté. Donc, en quelque sorte, une mission civilisatrice moderne, si tu veux. Mais, quand tu examines les notes, je suppose que tu tombes sur deux choses. D'une part, quelle est la motivation derrière tout ça? Mais aussi, comment la vendre? Parce que la raison réelle et la façon dont tu la présentes au public sont très différentes. Encore une fois, quand tu veux que les gens fassent le pire, ce qui est généralement le cas en temps de guerre, tu dois souvent faire appel aux meilleurs de l'humanité pour les pousser à commettre le pire. Alors, qu'as-tu appris de tes notes que tu avais été engagé pour rassembler? Eh bien, Glenn, c'est une excellente question. Et cela rejoint aussi ce que vous avez mentionné dans l'introduction,
à savoir comment cela se rattache à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Vous savez, à ma grande surprise et déception, cette guerre n'a jamais eu pour but la défense des États-Unis. Il n'a jamais été question que Saddam possède des armes de destruction massive. Cela n'a servi que de prétexte ou de justification. Et je peux vous dire que de nombreuses personnes dans le milieu du renseignement disaient à l'administration Bush qu'il n'y avait pas d'ADM. En fait, s'ils en avaient, nous n'avions aucune idée d'où elles se trouvaient, et nous ne savions même pas s'ils en possédaient ou non. Alors je vais te dire ceci, Glenn. L'administration Bush est arrivée avec la volonté d'entrer en guerre contre l'Irak. Il ne s'agissait pas du tout des armes de destruction massive à l'époque. Pourquoi, te demanderais-tu, Glenn? Eh bien, parce qu'il y avait ceux, tu as entendu le terme néocons, qui poussaient depuis de nombreuses années pour que nous partions en guerre. Lors de la première guerre d'Irak, quand nous sommes intervenus sous George H.W. Bush pour chasser Saddam du Koweït, certains, comme Paul Wolfowitz, qui était alors sous-secrétaire à la Défense, voulaient que nous restions et que nous gardions l'Irak. Maintenant, pourquoi cela? Eh bien, tu découvriras dans le livre que la seule raison d'entrer en Irak était au nom d'Israël. Maintenant, pourquoi dirais-tu cela? Alors, que se passe-t-il en ce moment, Glenn? C'est quelque chose que Bibi Netanyahou a toujours voulu faire. Maintenant, il est direct. Il dit au monde qu'il n'y aura pas de solution à deux États. Nous allons annexer la Cisjordanie. Nous allons prendre le contrôle d'Israël. S'il faut tuer chaque homme et chaque femme et détruire chaque bâtiment, comme nous le voyons sous nos yeux. Vous savez, c'est pas une opinion. Ce n'est pas un sujet. Nous le voyons. C'est quelque chose que Netanyahou a toujours voulu faire. Et pendant l'administration de George W. Bush, il travaillait en étroite collaboration avec eux. Des gens comme Paul Wolfowitz, Doug Feith et un individu du nom de Richard Perle. Rumsfeld, son désir de faire la guerre relevait de l'impérialisme américain, de l'exceptionnalisme des États-Unis. Il pensait que l'Amérique, écoutez bien, était la seule superpuissance et que nous devrions pouvoir avoir la tribune pour faire tout ce que nous voulons. Et notre objectif devait être d'apporter la paix au Moyen-Orient. Et comment? En utilisant notre force militaire. Alors, quel est le lien? Bibi Netanyahou a toujours voulu entrer et détruire complètement Gaza, principalement le Hamas et le Hezbollah, les branches armées, des gens qui se battent pour leur vie et leur terre. Nous ne voulions pas que Bibi fasse cela, parce que comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des tueries et de la destruction. Et maintenant, Israël se retrouve isolé par le reste du monde. On pourrait même inclure les États-Unis, car nous sommes actuellement le seul véritable soutien d'Israël. L'administration de George Bush ne voulait pas qu'il agisse ainsi. Alors, quelle a été notre réponse? Nous avons choisi la guerre traditionnelle. Nous allions nous attaquer aux pays qui soutenaient et appuyaient le Hezbollah et le Hamas. À l'époque, ces trois pays étaient l'Irak, l'Iran et la Syrie. Et la raison pour laquelle nous avons choisi l'Irak en premier, c'est que sous l'administration de Bill Clinton, les néoconservateurs ont forcé, et j'insiste sur le mot forcé, le président Clinton a adopté une politique de changement de régime pour l'Irak. Mais qu'est-ce qui nous donne le droit d'intervenir et de changer le régime d'un autre pays? Mais nous, ainsi que Bill Clinton, n'avons pas donné suite à cela, parce que nous n'avions aucune excuse pour le faire, Glenn. Nous n'avions aucune raison d'intervenir et de changer les choses, même s'il y en a qui pensent que nous pouvons le faire, comme les Rumsfeld de ce monde. Mais nous ne pouvions pas le faire. Puis l'administration Bush est arrivée avec cette brillante idée. D'accord, nous allons éliminer ces pays, mais comment s'y prendre? Malheureusement, Glenn, tu sais, il y a des théoriciens du complot. Et ils ont essayé de me faire dire cela. Je sais pas. Je ne peux te donner que des faits, ce que je sais, et des suppositions et des opinions.
Tu as entendu beaucoup de gens dire que le 11 septembre était un coup monté de l'intérieur. Ça, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui peuvent vraiment te convaincre quand tu regardes la façon dont ces bâtiments se sont effondrés. Mais je n'adhère pas à cette théorie du complot. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y avait des gens au Pentagone qui, malheureusement, après les 3000 vies perdues le 11 septembre, étaient contents que cela soit arrivé. Et Glenn, pourquoi était-il content? Parce que cela nous a donné l'occasion de créer la soi-disant guerre contre le terrorisme. Puis, de s'en prendre à n'importe quel pays qui aurait prétendument soutenu le terrorisme. Et cela nous a donné l'opportunité de cibler ces 3 pays, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Pourquoi avons-nous attaqué l'Irak en premier? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, nous avions déjà une politique de changement de régime en place. Nous allions d'abord nous attaquer à l'Irak, puis à la Syrie, et enfin garder l'Iran pour la fin, parce que nous savions que ce serait une bataille plus difficile. Comme nous le savons maintenant, tant Israël que les États-Unis savent qu'il serait difficile de neutraliser l'Iran. Vous avez entendu dans la presse, ces 6 ou 7 derniers mois, parler du général Wesley Clark, l'un des généraux retraités de l'armée américaine, qui a mentionné que 7 pays allaient être ciblés. C'était décevant. Wesley Clark le sait parce qu'il l'a vu. C'était l'un des documents que nous avons déclassifiés et c'était une déclaration véridique de la part de Wesley Clark. Nous visions ces 7 pays parce que nous estimions qu'ils soutenaient le terrorisme contre Israël. Et c'était notre véritable raison. Le pétrole était secondaire. C'est l'une des choses qui ont été censurées dans mon livre. Il y avait quelques magnats du pétrole, quelques personnes du secteur pétrolier qui voulaient intervenir. Vous savez, je dis aux gens que le président Donald Trump dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas quand il disait « Eh, on aurait dû garder le pétrole en Irak ». Et certains auraient aimé que nous le fassions. Mais l'objectif principal était d'intervenir et d'éliminer ces pays. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Le 11 septembre a été notre excuse pour pouvoir le faire. Car avant cela, nous cherchions toutes sortes de prétextes. Après la première guerre d'Irak avec Saddam, quand nous les avons chassés du Koweït, j'ai dit qu'il y en avait qui voulaient que nous restions là-bas. Et nous ne l'avons pas fait. Vous savez, il y avait des gens qui étaient vraiment déçus à ce sujet. Et alors, quel est le lien aujourd'hui? Le 11 septembre nous a donné une excuse pour le faire. 9/11 gave us an excuse to do that. It failed because of the Iraqi insurgents. Cela a échoué à cause des insurgés irakiens. Nous nous sommes embourbés en Irak. Nous n'avons pas pu neutraliser la Syrie, même si nous avons fini par le faire. Vous savez, c'est un plan à long terme, mais nous n'avons pas pu le réaliser à l'époque. Bibi était contrarié à ce sujet. Mais devinez quoi? Le 7 octobre arrive. Cela lui a donné l'excuse pour faire ce qu'il voulait faire depuis le début. Et comment relier tout cela? Comme je le dis aux gens, je peux vous donner des faits. Vous pouvez vérifier. Vous avez entendu Bibi dire lui-même, le 7 octobre est notre 11 septembre. Et cela lui a donné l'excuse pour agir ainsi. Mais avant cela, au nom d'Israël et de Bibi Netanyahou, qui à l'époque n'était pas le premier ministre travaillant avec l'administration Bush, il était alors ministre des Finances, mais il avait beaucoup de pouvoir en Israël. Vous savez, c'est le premier ministre le plus longtemps en fonction de l'histoire d'Israël, avec 4 mandats, et il détient beaucoup de pouvoir. Donc, en fin de compte, il y avait des raisons séculières pour lesquelles nous sommes allés en guerre, l'une d'elles étant l'impérialisme. Mais c'était au nom d'Israël, pour éliminer ces 3 pays qui résistaient à la puissance américaine et soutenaient le Hamas et le Hezbollah. Permettez-moi de mentionner une autre chose que vous avez dite plus tôt à propos de la démocratie. Je peux vous dire ceci, et c'est dans le livre George W. Bush croyait vraiment en la démocratie, et c'était sa raison d'entrer en guerre. Il pensait que si nous utilisions la force
les armes et la puissance pour éliminer ces pays, alors les Palestiniens, sans soutien militaire ni armé, n'auraient d'autre choix que de faire la paix avec Israël selon les exigences de l'Amérique et d'Israël. Cela fait beaucoup d'informations, mais je voulais tout dire, et je reste à disposition pour d'autres questions. Non, eh bien, les dirigeants politiques voyaient effectivement dans le 11 septembre une opportunité, et la façon dont cela est lié aux guerres autour d'Israël est assez fascinante. Et comme vous l'avez mentionné, le général Wesley Clark, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, le fait qu'il ait parlé très ouvertement de cette note confidentielle est également intéressant, parce que ces 7 pays étaient l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan, et il a précisé, nous terminerons avec l'Iran. C'est très exact. Eh bien, tous ces pays ont été attaqués, directement ou indirectement, depuis lors. Et c'est... Eh bien, on ne peut pas vraiment utiliser le terme théorie du complot lorsque les dirigeants politiques et les chefs militaires l'énoncent ouvertement. Mais j'ai aussi entendu dire que le changement de régime en Irak, qui a été à un moment donné un objectif déclaré, a été qualifié de théorie du complot. Mais comme vous l'avez mentionné, en octobre 1988, le Congrès a adopté et le président Bill Clinton a promulgué l'Iraq Liberation Act, qui est une loi américaine visant à remplacer le gouvernement irakien. Je veux dire comment. Et pourtant, cela est dénoncé comme une théorie du complot, alors que c'est écrit noir sur blanc. C'est la loi. Glenn, je vais juste dire ceci. Écoute ce que tu viens de dire. C'était une loi. C'était pas une politique. C'était une loi. Et c'est incroyable. Et tu as raison. Parfois, je pense que certains de ces gens nous prennent pour des idiots. Tu sais, ça se passe juste sous nos yeux. Même aujourd'hui, les gens n'aiment pas utiliser le terme qui décrit ce qui se passe actuellement, génocide. Mais nous le voyons. Je dis aux gens, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Nous le voyons en temps réel. Par le passé, quand on regarde ce que faisaient les États-Unis, même nous aux États-Unis, les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait à Gaza. Nous ne connaissions pas la situation des Palestiniens parce que nos médias sont liés à ce que vous faites. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux où nous pouvons voir ce qui se passe. Et comme tu l'as dit, Glenn, ce ne sont pas des théories du complot. On le voit, on le sait. Et d'ailleurs, ces pays du Sud, il n'en reste plus qu'un aujourd'hui, et c'est l'Iran. Nous les avons tous éliminés, de Kadhafi à Assad. Même si nous ne l'avons pas tué, nous le voulions. Mais il est maintenant en Russie. Nous avons éliminé Saddam, et tu sais, l'Iran tient toujours. Et si nous les avons gardés pour la fin, c'est parce que nous savions que ce serait une entreprise difficile. Maintenant, laisse-moi te dire autre chose aussi. Tu sais, quand nous sommes arrivés sous l'administration Obama avec le plan d'action global commun, mieux connu sous le nom d'accord nucléaire iranien, l'une des choses que les néoconservateurs et les va-t-en-guerre acharnés aux États-Unis voulaient, c'était que les Iraniens abandonnent leur programme de missiles balistiques. Et cela a été inacceptable pour eux. Pourquoi? Parce que c'est leur première ligne de défense, leur programme de missiles balistiques. Et cela nous faisait peur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons gardé l'Iran pour la fin lorsque nous avons attaqué les installations nucléaires iraniennes et ils ont riposté avec leurs missiles balistiques. Et laissez-moi vous dire une chose, Glenn. Ces missiles balistiques sont aussi très précis. Ils sont très précis. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous voulions les garder pour la fin. L'autre raison que nous avons également vu se produire, vous savez, en Irak et en Syrie, ce sont des pays quelque peu brisés. Il faut ce genre de poigne, des dirigeants comme Assad. Vous savez, Assad était vraiment issu d'une minorité là-bas, tout comme Saddam. Quand on parle des chiites et des sunnites,
Saddam était un dirigeant sunnite, une minorité dans un pays à majorité chiite. Donc ils ont pensé qu'il serait facile de renverser ces deux individus. Mais en Iran, ce sont des Perses. Ils se rassemblent en tant que peuple lorsqu'ils sont attaqués ou menacés. C'était aussi l'une de nos craintes, que le peuple iranien s'unisse et qu'il soit difficile de prendre le contrôle, contrairement à ce que nous avons fait en Irak. Nous pensions que ce serait une promenade de santé, que les Irakiens nous accueilleraient à bras ouverts. C'est donc aussi pour cette raison que nous avons gardé l'Iran pour la fin. Eh bien, je voudrais alors vous interroger un peu sur la façon dont vous les avez vus être présentés. Car il y a ce rapport divulgué de la CIA, selon lequel, lorsque les Européens commençaient à perdre de l'intérêt pour l'Afghanistan, ils ont eu cette idée que puisque les Européens se soucient vraiment des droits des femmes, il fallait vendre la guerre comme permettant aux petites filles d'aller à l'école. Ainsi, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a coécrit un article avec Angelina Jolie, star hollywoodienne, sur les raisons pour lesquelles l'OTAN est désormais le principal soutien des droits des femmes en Afghanistan. Alors soudainement, 2 décennies d'occupation sont devenues une question de droits des femmes. Mais en Irak, c'était la démocratie. La destruction de la Libye a été faite au nom des droits de l'homme. La destruction de la Syrie aussi, pour les droits de l'homme. Vous consacrez tout un chapitre de votre livre à la stratégie de désinformation, la campagne de propagande, les relations publiques, comment vendre une guerre au public, etc. Lorsque vous parcourez ces documents, vous voyez les 2 aspects. Pourquoi voulons-nous cette guerre? Et aussi, comment allons-nous la vendre? Quelles conclusions avez-vous tirées ou qu'avez-vous appris sur la façon dont, au plus haut niveau, ils réfléchissent aux meilleures manières de vendre la guerre? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci, Glenn. Aucune de nos guerres, du point de vue des États-Unis, n'a jamais été motivée par l'humanité. Il n'a jamais été question des droits des femmes. Cela a toujours été une question de pouvoir, d'impérialisme, et pour être tout à fait franc avec vous, de contrôle du monde. Maintenant, comment vendent-ils la guerre, et en particulier, ce sur quoi je vais me concentrer, au peuple américain? Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait des gens au Pentagone qui étaient contents que le 11 septembre soit arrivé, et je le pense vraiment. Pourquoi? Parce que cela nous a donné la raison et la justification d'entrer en guerre sous le prétexte de la guerre contre le terrorisme, parce que nous ne pouvions tout simplement pas laisser cela se reproduire. En d'autres termes, pour résumer, je vais utiliser une expression, je n'aime pas jurer, mais ils ont foutu une sacrée trouille au peuple américain en disant, si nous ne partons pas en guerre, cela pourrait se reproduire. Et le peuple américain a adhéré à cela. Tu sais, Glenn, aux États-Unis, je suis tellement déçu parce que le Parti républicain ici, l'un de nos principaux partis, a toujours été axé sur l'armée, sur la guerre. Et les démocrates étaient plutôt connus comme le parti de la paix, si tu veux. Mais cela a changé lors de la deuxième guerre d'Irak, qui a finalement renversé Saddam. Tu sais, il y a eu une élection présidentielle. Une autre façon dont ils ont déclenché cette guerre, avec le soutien de l'Amérique, c'est que les républicains ont attaqué le Parti démocrate en disant qu'ils étaient faibles en matière de défense, si tu veux. À l'époque, 3 personnes se présentaient à la présidence. Joe Biden, John Kerry et Hillary Clinton. Et dans le cadre de cette campagne de désinformation, ils allaient diffuser un message pour dire au peuple des États-Unis « Hey, ces gens-là ne veulent pas vous protéger. Ils sont faibles en matière de défense. Un autre 11 septembre pourrait arriver, ou quelque chose de pire que le 11 septembre. » Donc, des personnes comme eux, à l'époque, sachant peut-être qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, ont sauté dans le train en marche pour dire « OK, nous devons faire la guerre à l'Irak. »
et cela m'a vraiment déçu. Mais la principale raison pour laquelle ils ont vendu cette guerre, c'était en effrayant à mort le peuple américain. Et l'une des armes qu'ils ont utilisées dans cette campagne d'information ici aux États-Unis était la perception que les officiers généraux ont beaucoup de crédibilité auprès du peuple américain. Il s'agissait d'une campagne visant, malheureusement, à utiliser des officiers généraux pour aller sur Fox News et CNN et parler du fait que Saddam représentait une menace pour nous. Malheureusement, ils ont également utilisé des officiers généraux à la retraite pour vendre cette guerre, car les Américains estiment que les officiers généraux sont crédibles. Maintenant, en ce qui concerne le monde, l'administration Bush, l'administration de George W. Bush, différente de celle de George H.W. Bush, qui avait constitué à l'époque une coalition de volontaires, l'administration de George W. Bush ne s'en souciait pas. Vous savez, ils s'en fichaient. Nous irons seuls. Vous avez entendu Rumsfeld le dire à de nombreuses reprises. Mais quand on parle de vendre la guerre, l'Allemagne et la France ne voulaient vraiment pas y aller. Vous vous souvenez, on voulait changer le nom des frites en Freedom Fries, et ainsi de suite. Et vous verrez dans le livre, nous avons caché beaucoup d'informations à l'Allemagne et à la France, parce que nous savions que Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive. Nous ne l'avons pas dit à l'Allemagne et à la France, parce que nous avions peur que cela aille au Conseil de sécurité des Nations Unies et que cela arrête la guerre. Les seuls 3 pays que nous tenions vraiment informés de ce que nous faisions, enfin, surtout 2 principalement, étaient le Royaume-Uni, ce qui ne vous surprendra pas, et Israël. Ils savaient exactement quel était le plan, etc. Mais tous les autres pays, nous les avons tenus à l'écart, parce que nous avions vraiment peur, en particulier de l'Allemagne et de la France. Et nous avions une personne, que vous verrez dans le livre, qui représentait Saddam. Lorsqu'il a compris que nous allions vraiment faire la guerre, il a envoyé quelqu'un parler à Richard Perle pour dire « Écoutez, nous donnerons aux Américains tout ce qu'ils veulent, des droits miniers, des droits sur le pétrole. Nous ferons tout notre possible pour aider le Moyen-Orient, en général, à faire la paix avec Israël. Nous ferons tout. » Et il savait que cet homme était crédible. Nous n'en avons pas parlé à l'Allemagne et à la France, parce que nous savions qu'ils arrêteraient la guerre, vous savez, pour stopper la guerre. Et donc, quoi qu'il arrive, pour mener à bien ce plan, même si Saddam avait capitulé, nous allions faire la guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une grande ironie, cependant, enfin, ce n'est pas vraiment de l'ironie, mais l'enthousiasme que vous décrivez à propos des attentats du 11 septembre, le fait que cela puisse être utilisé, bien sûr, oui. Eh bien, cela a donné naissance à la guerre mondiale contre le terrorisme, qui a essentiellement désigné quelqu'un. Ce sont des terroristes maintenant. Cela légitime l'usage de la force. Mais pendant que vous parlez, il y a cette grande réunion à New York, avec les Nations Unies. Et je ne sais pas si vous avez vu cette intervention, c'est sur scène. Vous avez le directeur de la CIA, David Petraeus, qui rencontre Jolani, l'ancien chef d'Al-Qaïda. Et il y a seulement quelques jours, Jolani était dehors, en train de prendre des photos devant la skyline de New York, là où il y avait autrefois quelques bâtiments de plus. Et Petraeus ne fait que le flatter, disant « Oh, nous étions autrefois dans des camps opposés. Nous nous battions l'un contre l'autre en Irak, et maintenant nous sommes ici, du même côté. » Je ne suis pas sûr de ce qu'il était censé communiquer, parce que jusqu'à récemment, les États-Unis avaient mis sa tête à prix en tant que terroriste. Et maintenant, nous sommes amis. Toujours un terroriste, mais maintenant nous sommes du même côté. Je veux dire, comment cela est-il perçu dans l'armée américaine et parmi tous ceux qui ont perdu leurs camarades soldats, leurs proches? Et maintenant, voilà où nous en sommes. C'est à peine croyable.
Écoutez, notre politique étrangère, rappelez-vous ce que j'ai dit, ce n'est jamais une question d'humanité. Il ne s'agit jamais vraiment de sauver le monde. Il s'agit d'impérialisme. Cela n'a établi aucun précédent. Réfléchissez un instant. Rumsfeld avec Saddam. Il y a une photo. Vous pouvez la chercher sur Google. Vous savez Saddam, nous étions amis avec Saddam parce qu'à l'époque de la guerre entre l'Irak et l'Iran, nous le soutenions. Pensez à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Devinez qui nous avons soutenu. C'est un lapsus, Oussama Ben Laden. On dirait presque un argumentaire républicain. Oussama Ben Laden, nous l'avons soutenu contre l'Union soviétique. Et maintenant, regardez à quoi on va l'utiliser. Israël, vous savez, pour faire la paix avec Israël. Donc ça me surprend pas? Et oui, ça fait mal. Écoutez, vous verrez dans le chapitre 2, Glenn, dans le livre pour votre public, que les forces armées des États-Unis sont utilisées comme des pions dans la politique étrangère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Henry Kissinger qui l'a dit, que Dieu ait son âme, si vous voulez. Mais c'est ce qu'il a dit. Vous savez, nous, dans l'armée, c'est ce qui m'a poussé à écrire mon livre. Je voulais que notre armée comprenne ceci. Nous sommes utilisés comme des pions dans la politique étrangère. Vous savez, quand vous avez évoqué ce que nous ressentons, etc., j'ai écrit mon livre parce que nous devons comprendre cela. Nous devons nous lever. Nous devons pouvoir faire confiance à nos dirigeants, qui nous envoient vraiment à la guerre pour défendre notre nation. Et je peux vous dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune guerre n'a été menée pour la défense de notre nation ici, aux États-Unis. Et nous entraînons d'autres pays dans ces guerres avec nous. On invente souvent ce genre de slogan pour promouvoir une guerre. Par exemple, en Irak, l'un des plus courants était « Soutenez les troupes », ce qui servait à maintenir la guerre. Et vous savez, c'est un sentiment ou un concept auquel tout le monde peut adhérer. Je veux dire, ce sont de jeunes hommes prêts à donner leur vie pour leur pays. Qui ne voudrait pas les soutenir? Mais on peut remplir ce concept avec n'importe quel contenu. Je veux dire, si vous soutenez les troupes, vous pourriez suggérer qu'il ne faut les mettre en danger que lorsque c'est nécessaire. Et vous savez, si vous les soutenez, c'est la seule raison de les exposer au danger. Mais au lieu de cela, c'est utilisé comme un slogan pour dire « Nous ne mettrons jamais fin à cette guerre ». Comme l'a dit John McCain, vous savez, parler à nos gars et dire « Donnez-nous juste, on peut rester là pendant 100 ans ». C'est une façon très manipulatrice d'utiliser le langage. Je ne voulais pas poser la question. Je voudrais réagir à cela, Glenn. J'apprécie vraiment tes questions. Tu vises juste avec certaines de tes questions. Certains d'entre nous, les anciens combattants, disent maintenant « J'en ai tellement marre des politiciens, tu sais ?» Mais ce sentiment s'est étendu jusqu'aux citoyens ordinaires, de tous les jours. Dans l'armée, quand ils découvrent que nous sommes des vétérans, ils nous disent « Merci pour votre service ». Et c'est juste, tu sais, pour nous valoriser. Mais en réalité, nous avons été maltraités. Alors maintenant, je dis aux gens, non, il faut remercier surtout ceux qui ont été au combat, qui ont été blessés. Il faut les remercier pour leur sacrifice. Il faut les remercier d'avoir été maltraités, tu sais, par notre gouvernement. Glenn, tu remarqueras une chose dans ma biographie et aussi dans le livre. Je parle des soldats blessés que nous avons. Et je me souviens, je dis aux gens que j'aurais probablement pu me faire virer de ce poste. J'étais représentant de l'armée de l'air au grand centre médical. J'ai mentionné l'ancien Walter Reed, et nous avions l'habitude de voir des membres du Congrès venir remercier nos blessés pour leur service. Il y avait des personnes amputées, des doubles amputés, des triples amputés, des gens qui avaient perdu à la fois les bras et les jambes. Et ils disaient « Oh, merci pour votre service ». Cela me dérangeait. Je me souviens avoir dit à un député en particulier « Monsieur le député, je ne suis pas blessé. Vous pouvez me remercier pour mon service si vous le souhaitez.
Mais c'est à eux qu'il faut dire merci pour leur sacrifice, à eux et à leurs familles, pour le sacrifice qu'ils ont consenti. Et malheureusement, c'est un sacrifice fondé sur un mensonge. Fondé sur un mensonge. Et je dois te dire, Glenn, sachant cela, honte à moi si je n'avais pas écrit mon livre, sachant ce que je sais. Honte à moi si je n'avais pas informé le public que notre armée est utilisée et maltraitée par notre politique étrangère. Vous avez mentionné auparavant que l'Allemagne et la France étaient tenues dans l'ignorance, par crainte qu'elles ne veuillent peut-être arrêter la guerre, si elles savaient que les Irakiens cherchaient désespérément une voie vers la paix. Mais comment Washington a-t-il géré les institutions internationales alors? Parce qu'il y a l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et il y a aussi les Nations unies, alors dirigées par Blix, qui devaient venir inspecter. Oui, Hans Blix. Comment Washington, selon vous, a-t-il sapé les institutions internationales qui auraient cherché une voie pacifique et empêché les plans de guerre? Glenn, encore une excellente question et observation. Dans le cadre de cette stratégie de désinformation dont nous avons parlé, malheureusement, les États-Unis avaient déjà prévu de discréditer les deux. Vous savez, on nous a finalement dit par l'agence d'inspection que Saddam ne possédait pas d'armes de destruction massive. Nous avions donc des plans en place, c'est dans le livre, pour discréditer ces deux personnes, pour affirmer que Saddam possédait bien des armes de destruction massive. Et voici où elles étaient censées se trouver. Il s'agissait de sites inventés, de sites fictifs. Et comme nous le savons tous aujourd'hui, aucune ADM n'a jamais été trouvée parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. Nous avons donc mené une campagne de discrédit contre ces deux personnes et contre les Nations unies. Et au final, je te le répète, Glenn, quoi qu'il arrive, tu as entendu les responsables de l'administration précédente à l'époque, Rumsfeld, Cheney. Si nous devons y aller seuls, nous le ferons. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, comme tu l'as dit plus tôt, théorie du complot. Ce ne sont pas des théories du complot. Ils l'ont fait. Et maintenant, comme on peut le voir, Bibi Netanyahou, il s'en fiche désormais. Il nous dit ce qu'il va faire. Et c'était son plan depuis le début. Eh bien, je voulais aussi vous interroger sur la question de la crédibilité. Car dans votre livre, vous écrivez « De Rumsfeld à Condoleezza Rice, Wolfowitz, Rumsfeld ». Je veux dire, ils semblent tous, en termes de motivation, très organisés autour de l'idée que la crédibilité des États-Unis doit être préservée et que cela exige la guerre, plutôt que la crainte d'être perçus comme fuyant leurs responsabilités. Est-ce bien cela, que s'ils acceptaient un règlement pacifique ou un résultat négocié, cela ferait paraître les États-Unis faibles? Dans quelle mesure l'empressement à faire la guerre, ou l'enthousiasme pour la guerre, s'expliquait-il par cette volonté de renforcer la crédibilité des États-Unis? Glenn, encore une excellente question. Vous savez, lorsque j'ai réfléchi au titre de mon livre, l'une des premières idées qui m'est venue à l'esprit était la crédibilité, la vérité. Pourquoi nous sommes partis en guerre? Parce qu'en fait, et c'est particulièrement vrai pour Rumsfeld, il pensait que la crédibilité de l'Amérique était en jeu. Comment cela a-t-il commencé? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, sous l'administration de Bill Clinton, nous avions une politique de changement de régime pour l'Irak, et Bill Clinton n'a rien fait à ce sujet. Et donc Rumsfeld estimait que cela allait à l'encontre de notre crédibilité. Nous n'avions aucune crédibilité à avoir une politique de changement de régime en Irak si nous n'avions rien fait à ce sujet. Et donc c'était un des aspects. Le point essentiel avec Rumsfeld, c'était aussi que, comme il le disait, au Moyen-Orient, ces pays voyaient d'un mauvais œil la faiblesse.
Il disait que le fait d'avoir une politique de changement de régime sans avoir éliminé Saddam nous faisait paraître faibles. Il affirmait également que nous étions la seule superpuissance, mais que nous montrions de la faiblesse en n'utilisant pas ce statut de superpuissance. Ce sont tous des faits que je vous rapporte. Ce sont des faits qu'il ressentait, que nous devions utiliser notre force pour maintenir notre crédibilité dans le monde en tant que seule superpuissance. Et nous pouvons en parler maintenant. C'est ainsi que cela se rattache à la guerre Russie-Ukraine et à la Chine, si vous voulez. Vous savez, il y a toujours quelqu'un que nous poursuivons. Tout tourne autour de notre statut de superpuissance, avec quelqu'un qui nous défie. Et quand je parle des néoconservateurs et des va-t-en-guerre aux États-Unis, ce plan remonte jusqu'en 1990. Comme je l'ai dit, certains sont intervenus en Irak la première fois pour les chasser du Koweït. Et j'ai mentionné que Wolfowitz faisait partie de l'administration à l'époque, celle de George H.W. Bush, et qu'il était sous-secrétaire à la Défense, et voulait que nous restions là-bas. C'est un plan à long terme qui remonte aux années 1990. Il l'appelait la doctrine Wolfowitz, selon laquelle nous devrions simplement intervenir et écraser n'importe quel pays à notre guise. C'était aussi la mentalité de Rumsfeld. Donc vous voyez, tout cela concerne l'impérialisme et la puissance de l'Amérique, le fait d'être la seule superpuissance au monde et de dicter au monde comment il doit être. Eh bien, ma dernière question porte sur votre dernier chapitre, ce qui est très approprié, à savoir, cela peut-il se reproduire? Et je pense, encore une fois, que c'est un cliché, mais nous devrions tirer des leçons de l'histoire, et en particulier de cette histoire, car beaucoup de ces guerres se poursuivent encore aujourd'hui. Dans ce cas précis, la guerre en Syrie, la destruction de Gaza, et probablement une seconde guerre contre l'Iran, qui sera sans doute bien plus brutale. Mais aussi, comme vous l'avez mentionné, l'Ukraine. Du moins, de mon vivant, je n'ai jamais vu de mensonges et de propagande aussi flagrants, évidents et pourtant honteux, nulle part ailleurs. C'est vraiment accablant, surtout ici en Europe. Mais il y a aussi la diabolisation et la normalisation de l'idée d'une guerre contre la Chine. C'est vraiment une période dangereuse. J'aime donc l'idée d'apprendre de ce moment où nous avons commencé à, vous savez, dérailler, ce qui semble remonter au moins au début des années 2000, si ce n'est plus tôt. Mais comment pouvons-nous empêcher cela? Que peut-on faire, selon vous, pour, je suppose, remettre les choses sur les rails ici? Eh bien, Glenn, tu sais, quand j'ai écrit ce chapitre, cela peut-il se reproduire? Je me suis lancé dans cette croisade pour arrêter ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, en Russie, ou que ce soit la guerre avec l'Iran ou la Syrie à l'époque, car l'Irak avait déjà été renversé. J'ai échoué. Cela peut-il se reproduire? J'ai tiré la sonnette d'alarme, précisément parce que les États-Unis mènent cette offensive. J'essayais de dire que nous devons faire attention aux personnes dont nos candidats à la présidence s'entourent, car sinon, nous serons entraînés dans la guerre. Maintenant, laisse-moi juste mentionner quelque chose à propos de ce plan dont j'ai parlé concernant Paul Wolfowitz. Cela remonte aux années 90, à la doctrine Wolfowitz. Et les néoconservateurs, mieux connus sous le nom de néocons, croient en l'exceptionnalisme américain et en notre contrôle du monde. Donc lorsque vous demandez comment empêcher cela de se produire, une partie de la stratégie à l'époque était de contrer l'extrémisme. Ensuite, lorsque la Russie est passée de l'Union soviétique à la Russie, l'objectif était aussi de contrer cela, pour s'assurer qu'elle ne devienne pas notre équivalent. Donc, comme vous l'avez dit, cela remonte à cette époque. Mon objectif est de faire savoir au peuple américain et au monde entier que notre but n'est pas de permettre à une autre superpuissance de tout dicter. Regardons cela un instant. Cela remonte jusqu'à la guerre en Ukraine.
Après la dissolution de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, vous savez, rien n'a été mis par écrit, mais c'est public. Vous pouvez consulter nos archives. Nous avons dit à la Russie que nous n'allions pas élargir l'OTAN. Et qu'avons-nous fait? Nous avons élargi l'OTAN. D'accord? La Chine, de son côté, est passée du statut de partenaire avec qui nous avons collaboré, bien sûr, sous l'administration de Richard Nixon, pour obtenir une main-d'œuvre bon marché. Ils sont devenus un partenaire. Et puis, tout à coup, la Chine a apprécié cela. Nous appelons ça le quasi-capitalisme. Ils adorent ce capitalisme. Vous savez, la Chine compte aujourd'hui des milliardaires et des millionnaires, même s'ils sont censés être un pays communiste, mais ils sont en réalité un pays quasi-capitaliste. Ils sont devenus un concurrent. Nous, aux États-Unis, n'avons pas aimé cela. Donc tout à coup, la Chine est devenue un adversaire. Quand j'étais au Pentagone, lorsque tu as mentionné le sous-secrétaire à la défense de la République pour laquelle je travaillais, c'était en 2008 et 2009. Nous essayions déjà d'observer la Chine, comment en faire un adversaire, parce qu'il devenait trop puissant, à la fois militairement et économiquement. La raison pour laquelle ils sont devenus une puissance militaire, c'est parce que nous représentions une menace pour eux. Tu sais, nous les menacions. Et c'est pareil avec la Russie. Tu sais, Poutine, tu as un homme qui est lui-même un nationaliste, qui dit « Eh, on va vous montrer que vous n'êtes pas la seule superpuissance. » Si tu te souviens, Glenn, et ton public aussi, après la fin de la guerre froide, nous les États-Unis étions tellement arrogants. Nous allions partout en disant « Nous avons gagné la guerre froide. Nous sommes la seule superpuissance au monde. » C'est pas une théorie du complot. Nous avons dit cela. Vous avez quelqu'un comme Poutine qui arrive et dit « D'accord, on va vous montrer. » De la même manière, la Chine nous montre maintenant. Donc, ils ont compris. Maintenant, Glenn, ce que tu dois retenir, c'est que j'ai vraiment peur. Tu sais, tu as entendu certaines personnes dire, vu la direction que prennent les choses en ce moment, que la seule façon pour les États-Unis de vraiment gagner une grande guerre contre la Chine ou la Russie serait par la guerre nucléaire. Et c'est assez effrayant. Et je ne pense pas, quand on parle de leçons apprises, je ne pense pas que la Russie ou la Chine resteront les bras croisés et nous laisseront être les premiers à utiliser une arme nucléaire. Parce que nous avons déjà montré que nous serions prêts à le faire. Il suffit de demander au Japon. Nous sommes le seul pays à avoir jamais utilisé une arme nucléaire ou atomique. Et donc nous traversons une période difficile en ce moment au Moyen-Orient. Je pense que Benjamin Netanyahou est dos au mur actuellement. Il a été tellement isolé, non seulement sur le plan international, mais aussi au niveau national dans son propre pays. Et vous savez, il reste à voir ce qui va se passer. Maintenant, réfléchissez un instant pour nous impliquer. Je parle de Benjamin Netanyahou. Maintenant, il menace la Chine, si l'on peut dire. Et il sait que c'est l'un des domaines que nous surveillons en ce moment, une guerre potentielle contre la Chine. Et Bibi encourage cela en ce moment, pour nous entraîner dans une autre guerre, parce que la Chine tient vraiment tête à Israël. Donc Glenn, des temps difficiles nous attendent. Et quand tu as dit, tu sais, dans mon dernier chapitre, cela peut-il se reproduire? Eh bien oui, c'est possible, et même plus. Et je suis tellement déçu de devoir le dire. Donc, à cet égard, je ferai peut-être tout ce que je peux pour contribuer à un monde plus pacifique. Tu sais, c'est triste de constater que j'échoue et que beaucoup d'entre nous échouent. Dans une réécriture, une nouvelle édition, on pourrait changer le titre en « Oui, c'est reparti pour un tour ». Mais c'est triste de voir exactement la même pièce se rejouer encore et encore. Et c'est toujours la même chose. On voit l'Afghanistan et on se dit « Ah, finalement, c'était basé sur des allégations frauduleuses ». On voit la même chose avec l'Irak, la Libye, et puis la guerre du jour, par exemple, l'Ukraine. Cette fois c'est différent. Et quiconque critique cela, eh bien, il est accusé de soutenir l'ennemi.
Et si on est vraiment patriote, on devrait applaudir cette guerre qui nous mènera tous au désastre. Mais là, je ne sais pas. L'époque actuelle semble tellement plus grave. Le génocide total diffusé à Gaza, la guerre contre la Russie, la plus grande puissance nucléaire, le bombardement de réacteurs nucléaires en Iran, et bien sûr, la guerre avec la Chine. C'est très différent des pays de taille moyenne ou petite que nous avons détruits tout au long des années 2000. Glenn, tu as mentionné l'ironie il y a quelques minutes. L'Amérique a cette philosophie et ce thème, la paix par la force. Et en ce moment, cette soi-disant force provoque une catastrophe. Tout à fait d'accord. Donc, oui, je ne saurais trop recommander ce livre, Trahison mortelle. Je mettrai un lien dans la description. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre livre. Glenn, merci beaucoup de m'avoir invité. Prenez soin de vous.